Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Au secours, l'enfant terrible revient et il risque d'aggraver un climat déjà mal en point. Cet enfant terrible, c'est El Niño en espagnol, un phénomène climatique généré par le Pacifique qui pourrait augmenter les températures cette année de 0,3 à 0,4 degrés Celsius et entraîner de lourdes conséquences géopolitiques et géoéconomiques. Pour en parler, je reçois Jean-Michel Valentin, docteur en études stratégiques, co-auteur avec Laurent Testo d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Nouveau Monde intitulé El Niño, histoire et géopolitique d'une bombe climatique. Bonjour Jean-Michel Valentin. Bonjour Alain Haïdé. Dans vos mots, c'est quoi El Niño ? El Niño, c'est un phénomène cyclique qui revient tous les 2 à 7 ans. C'est une gigantesque flaque d'eau chaude qui se répand dans le Pacifique, à l'ouest en général. Et comme c'est une flaque d'eau chaude, eh bien, la chaleur qui se diffuse réchauffe l'ensemble de l'atmosphère planétaire et, comme vous l'évoquiez, donc, peut augmenter la chaleur planétaire de 0,2 à 0,3 degrés. D'accord. Alors, il existe, on l'a aperçu, vu depuis le XVIe siècle, mais il est annoncé là depuis juin 2023, c'est ça ? C'est ça. Il a été annoncé, son retour a été annoncé par les grands centres de météorologie comme la NOAA américaine le 8 juin 2023. En réalité, ces grands centres de météorologie étaient en alerte depuis déjà plusieurs mois. Mmh. Alors, aujourd'hui, concrètement, il touche un certain nombre de régions dans le monde. On va commencer par l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe ? À la fois des sécheresses et aussi d'immenses inondations, c'est ça ? En fait, El Niño a des effets qui peuvent être desséchants, notamment dans la région sahélienne, qui n'en a pas besoin, et en Afrique de l'Ouest. Mais en plus, El Niño bouscule l'ensemble du système climatique. Et donc, effectivement, il va multiplier les phénomènes climatiques extrêmes. Mais je reviens une seconde sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'on est à l'époque de l'emballement climatique. On n'est même plus dans le réchauffement climatique. Moi, je soutiens qu'on est dans l'emballement climatique. Or, El Niño, avec le forçage thermique qu'il impose au système climatique mondial, eh bien, est en train de faire monter la température de l'atmosphère au niveau planétaire à un niveau qui est incroyable. On était à plus 1,2 en mars. Il avait fallu 150 ans pour arriver à plus 1,2. Là, depuis début octobre, on est à plus 1,4. C'est du jamais vu. Donc, depuis Homo sapiens. Depuis Homo sapiens ne connaît pas ces conditions climatiques. D'accord. Nous ne connaissons pas ces conditions climatiques. En revanche, on commence à les ressentir très fortement. Alors en Afrique, ça va se conjuguer par quoi dans un continent qui a déjà de nombreuses difficultés ? Alors, ce que nous avons tenté de faire, Laurent Testo et moi, c'est vraiment une projection. Alors ensuite, ça se réalisera à la lettre ou pas du tout, ou autrement. Mais quoi qu'il en soit, on va vers des phénomènes extrêmes. Donc, notamment dans la région sahélienne, il y a de très gros risques d'aggravation de la sécheresse. Quand il y a des épisodes de pluie très forte et d'inondation, il ne faut pas succomber à l'illusion d'optique. Ce n'est pas parce qu'il pleut très fort d'un seul coup que ça résout une sécheresse. Donc le problème, c'est qu'on a des sociétés qui sont déjà très fragiles, qui sont sous tension, qui connaissent des problèmes liés à l'accès à la nourriture, à l'eau, aux besoins les plus fondamentaux, qui sont souvent en situation de guerre civile larvée ou ouverte, avec souvent des milices islamistes extrêmement actives. Donc le tout va aussi se traduire par des mouvements migratoires, parce qu'on est dans des zones qui deviennent de moins en moins vivables. Les gens bougent. Idem Mésopotamie, c'est-à-dire en gros Turquie, Syrie, Iran, Irak. Alors là aussi, la situation était déjà dramatique et ça ne va pas s'arranger. Parce que d'une part, on est dans des régions qui sont déjà
aride, mais en plus, les grands fleuves qui définissent la région dite Mésopotamie, Tigre et Euphrate, entre deux fleuves, eh bien, le Tigre et l'Euphrate sont bloqués largement par des barrages, et notamment par les barrages turcs en amont. Et là, il y a une véritable militarisation du débit des fleuves par la Turquie pour affaiblir son adversaire syrien, sinon que l'Irak et l'Iran sont en aval du fleuve. Et donc, tous ces pays qui sont déjà en crise, eh bien, se retrouvent en état de crise de l'eau, de crise agricole, de crise des exodes ruraux, etc. En Europe touchée également, on a vu ces dernières années soit des méga-feux, soit des inondations pas possibles, comme en Allemagne en juillet 2021. Même on assiste à des baisses de cours de fleuves comme le Rhin, c'est ça ? C'est ça. Alors là, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que ce qu'on évoque, ce sont les effets du changement climatique. L'Europe n'est pas touchée directement par El Niño, elle est touchée par les effets indirects qu'on évoquait, c'est-à-dire la hausse rapide des températures qui sont en train d'aggraver tous les phénomènes climatiques extrêmes. Or, ces phénomènes climatiques, comme vous l'évoquiez à l'instant, se traduisent par des dégâts gigantesques. Et ces dégâts gigantesques, ils s'inscrivent aussi dans un continent qui est en crise géopolitique du fait de la guerre en Ukraine. Donc, la guerre en Ukraine, notamment du fait de ses effets sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe, sont déjà très durs à encaisser, surtout après les 2 années de Covid, plus les tensions exercées par les phénomènes climatiques extrêmes font qu'on a un continent européen qui est sous haute tension, avec ces hautes tensions qui ont des origines à la fois géopolitiques, mais aussi climatiques, le tout se combinant d'une façon qu'on découvre. Amérique du Nord touchée là directement par El Niño ou pas ? Alors, ça, on le saura dans les mois qui viennent. L'Amérique du Nord peut être touchée, notamment au niveau de la Californie. Mais de sécheresse ou pas là ? Alors, là aussi, on est dans le domaine de l'incertitude. Ce qui est connu, c'est que le potentiel d'événements climatiques extrêmes est très important. Ouais. Alors ensuite, quelle forme prendront ces phénomènes climatiques extrêmes, on n'en sait rien. Mais en revanche, ce qui est déjà très important en termes sécuritaires en Amérique du Nord, et on l'a vu cet été avec ces incendies gigantesques qui ont déjà ravagé l'équivalent de l'Autriche. Il y a un incendie. C'est comme si l'Autriche avait été brûlée, ce qui s'est passé au Canada cet été, sachant que ça continue de brûler. Eh bien, dans les zones particulièrement exposées aux phénomènes climatiques extrêmes, les assureurs se retirent. Et donc, on a des personnes, des collectivités, des États qui vont se retrouver leur propre assureur. Et là aussi, ce sont des retournements financiers, infrastructurels, qui ont des effets très profonds sur la vie des sociétés. La Chine, touchée par El Niño ou pas ? La Chine, elle est touchée par El Niño de façon directe et indirecte. J'insiste sur indirecte. La Chine, il faut toujours se rappeler que c'est un pays qui se développe très vite et c'est un pays d'1,3 milliard d'habitants. Il faut toujours se rappeler ces proportions, c'est-à-dire aujourd'hui, un être humain sur 8 est un Chinois. Et la Chine se développe. La Chine a lancé une immense stratégie dite de la nouvelle route de la soie qui permet de développer des infrastructures de transport terrestre et maritime à l'échelle du monde entier pour faire venir en Chine les ressources dont la Chine a besoin. Notamment agricoles. 9% seulement des terres arables en Chine. 9% des terres arables pour 20% de la population mondiale. Donc, toutes les zones qui seront touchées, impactées par El Niño, eh bien, il y a de fortes chances, si elles sont en Afrique, si elles sont en Amérique latine, si elles sont en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, que ça ait des effets sur la Chine, ne serait-ce que
quelque chose, à mon avis, qui est suivi d'extrêmement près à Pékin, c'est ce qui se passe au Brésil. Le Brésil est devenu le premier bassin d'importation de produits agricoles à l'extérieur de la Chine, devant les États-Unis. Si les énormes sécheresses qui ont lieu au Brésil en ce moment entraînent des baisses des rendements agricoles, ce qui est un risque évidemment élevé, la Chine va se retrouver confrontée à un risque d'inflation alimentaire sur son territoire. Et à nouveau, je le répète, on parle d'1,3 milliard de personnes. Donc la Chine a vraiment comme enjeu de maintenir sa cohésion sociale, de maintenir son niveau de développement, de nourrir une population qui est sortie de la pauvreté ces 40 dernières années et qui a besoin d'accéder à des bassins alimentaires au niveau mondial. Je vous remercie beaucoup, Jean-Michel Valentin, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.